Smith, c'est bon. Bonjour ou bonsoir à vous tous, quel que soit l'endroit où vous nous recevez. Aujourd'hui est dimanche 1er juillet, il est 20h09 Eastern Time et si vous nous écoutez à Paris, il est 2h09 du mat. Et ce soir, comme d'habitude, c'est notre rendez-vous pour la promotion, la diffusion du savoir dans notre série de conférences qui commence depuis avril jusqu'à ce mois de septembre. Et ce soir, on va parler sur la sécurité sociale en Haïti. Cette série de conférences est rendue possible grâce à la collaboration entre l'ANIDCA, l'Agence nationale et internationale de développement de compétences et l'Institut universitaire des sciences qui développe une panoplie d'études en licence, en master et en IMD avec un modèle hybride, que ce soit en présentiel ou à distance. Et la prochaine session, c'est pour le 1er octobre prochain. Donc, ce soir, on va parler de sécurité sociale. La sécurité sociale en Haïti, normalement, en termes de définition, c'est un service public de l'État. On va voir son cadre légal, son évolution, on va voir la stratégie nationale de la sécurité sociale en Haïti et surtout un regard sur les institutions régaliennes et les prestataires de services. Avec nous ce soir, nous avons Monsieur Diemerson Mathurin, qui est doctorant en sciences sociales, qui est notre invité ce soir. Et je vous invite à le recevoir avec un cordial bienvenue. Bonsoir, Monsieur Mathurin. Bonsoir, merci pour la présentation. Bonsoir à tous. Merci également aux responsables d'Elius de m'avoir accordé cette opportunité de vous présenter cette intervention sur la sécurité sociale en Haïti. Donc, tel qu'annoncé par les modérateurs, les sujets sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui, c'est la sécurité sociale en Haïti, regard sur les institutions régaliennes et les prestataires de services. Alors, pour aborder ces sujets, nous avons un mini-plan où nous allons essayer de faire une approche du concept sécurité d'abord, avant d'aborder la sécurité sociale. Nous allons voir les différents aspects de la sécurité. Et ensuite, pour nous éterniser sur la sécurité sociale et voir les cadres légaux de la sécurité sociale en Haïti, nous allons voir les institutions de sécurité sociale en Haïti, leur fonctionnement, et ensuite un état des lieux. Et après quoi, nous allons ouvrir les débats où les participants pourront apporter leur touche en termes de discussions et de commentaires par rapport au sujet. Alors, nous allons essayer d'aborder le concept de la sécurité. Généralement, le concept de la sécurité est abordé à contrario, c'est-à-dire pour comprendre la sécurité, on essaie de comprendre d'abord ce que c'est l'insécurité. C'est pourquoi certaines personnes définissent déjà la sécurité comme étant l'absence d'insécurité. Donc, s'il n'y a pas d'insécurité, on sait ce que c'est l'insécurité. On dit déjà qu'il y a sécurité. En fait, ça, c'est synonyme d'assurance, de sûreté. C'est-à-dire, on se sent en sécurité quand on a une certaine assurance, la sûreté, qu'on est du danger, également des risques. Alors, il faut dire également que la sécurité est définie selon le contexte ou encore l'objet. C'est-à-dire s'il s'agit d'une personne, d'un bien, d'un espace, d'un territoire, etc. C'est pourquoi chaque champ de compétences essaie de proposer une définition par rapport à la sécurité. Donc, s'agissant d'une personne, on dit que la sécurité, c'est un état d'esprit confiant et tranquille qui résulte du sentiment bien ou mal fondé que l'on est à l'abri du danger. Donc, c'est un état d'esprit qui vous rend plus ou moins confiant et tranquille, même si cela résulte d'un bien ou mal fondé, mais on se sent à l'abri du danger. Dans ce sens, la sécurité est synonyme de calme, de confiance, de quiétude, de sérénité, de tranquillité. Donc, on a une impression qu'on est tranquille. C'est pourquoi Obermann dit que l'impression de sécurité et goûter une paix parfaite constitue un besoin fondamental chez l'homme. Donc, c'est la sécurité par rapport à la personne. La sécurité est ainsi définie, situation objective reposant sur des conditions matérielles, économiques, politiques qui entraînent l'absence de danger pour les personnes ou des menaces pour les biens et qui déterminent la confiance. Donc, pour cela, nous comprenons que la sécurité, c'est une situation objective et cette situation se repose sur des conditions. Pour qu'il y ait sécurité, il y a certaines conditions matérielles, économiques et politiques qui doivent être remplies et que cela déterminera ou bien permettra aux gens d'avoir confiance.
Et la sécurité est également définie comme étant un système politique international dans lequel plusieurs États se garantissent mutuellement protection contre toute atteinte extérieure menaçant leur intégrité territoriale ou leur organisation constitutionnelle et s'engagent à ne recourir qu'à des solutions pacifiques pour régler d'éventuels différends entre eux. Donc, cette définition se porte sur les territoires, également du droit international public, où plusieurs États ayant un objectif commun peuvent se mettre ensemble pour pouvoir définir un moyen de protection pour garantir leur paix. Dans ce cas-ci, on parle de sécurité également. Donc, aujourd'hui, dans les forums de sécurité, on parle de la sécurité globale, c'est-à-dire pour avoir la sécurité, il y a un ensemble d'aspects et d'éléments qui entrent dans la sécurité. Il y a beaucoup de traités de paix qui sont signés un peu partout à travers le monde. Il y a beaucoup de forums sécuritaires qui se font et on voit également différents aspects composant la sécurité pour qu'on arrive à atteindre cette question de sécurité tant souhaitée, cette paix qu'on souhaite tant dans le monde. Alors, nous allons essayer de voir rapidement les aspects de la sécurité globale et vous allez terminer sur la sécurité sociale comme l'un des aspects de la sécurité globale. Le premier aspect de la sécurité globale qu'on a, c'est la défense du territoire. Donc, chaque État, chaque pays s'organise pour avoir une armée pour pouvoir défendre son territoire, que ce soit armée de l'air, force maritime, frontalier, tout ça. Donc, on a une armée qui est là pour défendre les territoires de l'État, qui est un des éléments constitutifs de l'État, et étant inviolable, eh bien, pour la défense du territoire, eh bien, l'État organise ou bien forme son armée et investit dans son armée pour pouvoir garantir la sécurité de son territoire. En plus du territoire qui entre dans la sécurité globale, il y a également la protection de l'environnement. Donc, l'environnement également entre dans la sécurité. C'est pourquoi il y a certaines zones qui sont déclarées réserve mondiale ou bien protégées par le monde, même si cette zone-là se trouve dans un État, l'État ne peut pas disposer de la zone comme bon lui semble parce que cela constitue une réserve mondiale. Et chez nous, en Haïti, nous avons l'ANAP, qui est l'Association nationale des aires protégées, qui certaines fois déclare certaines zones aires protégées où les riverains ne peuvent pas exercer leur activité comme bon leur semble dans ces zones-là parce que c'est des zones protégées. Il y a également à travers le monde certaines espèces qu'on dit que ce sont des espèces protégées. Donc, même si vous tenez cet espace chez vous, vous ne pouvez pas disposer de lui comme bon vous semble parce que c'est une espèce protégée à travers le monde. Et pour pouvoir assurer la protection de l'environnement, chez nous en Haïti, nous avons les BESAP, qui c'est un corps formé pour la protection de l'environnement, même si c'est un corps qui a été certaines fois démobilisé et remobilisé, mais c'est l'unique police environnementale que nous avons chez nous en Haïti pour la protection de l'environnement comme sécurité globale. Également, autre aspect qui entre dans la sécurité globale, c'est la protection des informations et des données, ce qu'on appelle la cybersécurité. Je sais qu'il y a un collègue qui a présenté peut-être un cours sur la question numérique qui maîtrise beaucoup plus cela que nous, mais nous savons également, ça c'est un aspect qui concerne la sécurité globale pour que les données de l'État, les données des institutions soient protégées pour qu'ils ne soient pas objets d'hameçonnage ou de cybercriminalité. Et puis, il y a également la sécurité routière qui entre dans la sécurité globale. Comme vous le savez tous, l'accident de la route, c'est l'une des plus grandes causes des mortalités à travers le monde. La sécurité de la route, l'accident de la route tue beaucoup plus de personnes que le corona, que le choléra, que le sida. Donc, pour cela, les États doivent prendre des dispositions pour pouvoir protéger les utilisateurs des routes. C'est pourquoi on a les codes de la route, les polices de circulation, également les panneaux d'affichage qui indiquent les chauffeurs, les conducteurs et les usagers des routes, les comportements à prendre pour ne pas se risquer. Il y a également comme aspect de la sécurité globale, la sécurité alimentaire. C'est pourquoi les États prennent des dispositions pour accroître leur production nationale, également d'ouvrir des relations avec d'autres États pour les produits qu'ils ne produisent pas chez eux, pour que la population ait accès à la nourriture voulue en temps voulu à n'importe quel moment. Et le dernier aspect qui entre dans la sécurité globale, c'est l'aspect qui nous intéresse ce soir, c'est la protection sociale
ou la sécurité sociale. Donc, c'est cette obligation que l'État a de prendre les mesures pour pouvoir protéger les individus contre les risques sociaux. Donc, c'est cet aspect que nous allons développer dans le cadre de la présentation de ce soir. Nous allons voir ce qui c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une branche de la protection sociale. Et la protection sociale, c'est une branche beaucoup plus large par rapport à la sécurité sociale où l'État prend disposition pour tout le monde à la fois. Et dans cet aspect de protection sociale, l'État a des moyens d'intervention. Il y a l'assistance sociale et la sécurité sociale qu'il faut différencier. L'assistance sociale, c'est quand l'État offre des avantages, des bénéfices à des citoyens sans que ces derniers n'ont pas à contribuer pour cela. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, il y a CAS, qui est l'assistance sociale, où l'on fait le prélèvement sur les personnes qui travaillent pour pouvoir assister ceux-là qui ne travaillent pas. Une personne qui est bénéficiaire d'un chèque de la CAS n'a pas à contribuer pour les dons reçus. Ça, c'est l'assistance sociale. Tandis que la sécurité sociale, eh bien, les assurés contribuent une partie et cette partie-là qu'ils contribuent doivent retourner en termes de services au moment opportun. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, la sécurité sociale également est l'objet de différentes définitions. Différents auteurs essaient d'expliquer ce que c'est. Donc, nous n'allons pas pouvoir réviser toutes les définitions proposées par rapport à la sécurité sociale, mais nous allons essayer de sélectionner quelques-unes qui présentent les aspects globaux de la sécurité sociale. Première définition, nous disons que la sécurité sociale, c'est l'ensemble des mesures législatives et administratives qui ont pour objet de garantir les travailleurs et leurs familles contre certains risques, de couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. Souvent, quand c'est écrit avec en majuscule, cela signifie l'ensemble des organismes administratifs chargés d'appliquer ces mesures. Alors, par cette définition, nous comprenons que la sécurité sociale, c'est un ensemble de mesures législatives parce que pour que la sécurité sociale fonctionne, il faut qu'il y ait un cadre légal et ce cadre légal, c'est l'ensemble des textes ou encore les lois qui sont prises par des autorités compétentes et administratives, c'est-à-dire les lois ne peuvent pas s'appliquer par elles-mêmes, il faut des institutions et des personnes placées pour l'application de la loi et ils ont pour objet de garantir aux travailleurs et leurs familles de leur donner une certaine garantie contre les risques, également de couvrir les charges de paternité, les charges de famille qu'ils supportent. C'est-à-dire, la personne qui travaille aujourd'hui peut trouver dans une situation où il y a un risque quelconque et quand cela arrive, la personne peut ne pas avoir assez de sous pour pouvoir répondre à ce besoin. Dans ce cas-ci, eh bien, la sécurité sociale doit intervenir pour pouvoir permettre à cette personne de garder le coût normal de la vie. Une deuxième définition de la sécurité sociale, ce sont des mesures et organisations pour garantir les individus contre certains risques qu'on appelle des risques sociaux. Donc, c'est des mesures, quand on dit des mesures, c'est des textes légaux, et organisations, c'est des institutions qui sont chargées de faire application des mesures prises en rapport avec la sécurité sociale. Tout cela a un objectif de protéger les citoyens, les individus, les travailleurs ou encore les assurés contre les risques sociaux pour que quand ces risques arrivent, ces personnes-là puissent continuer à vivre leur vie de manière décente. Nous disons également que la sécurité sociale est un service public de l'État qui assure l'ensemble des risques sociaux des travailleurs, salariés et professions libérales, des travailleurs indépendants et des travailleurs non salariés, des salariés agricoles. Donc, la sécurité sociale, c'est un service public, c'est-à-dire c'est l'État qui prend cette disposition et ce service public assure l'ensemble des risques sociaux des travailleurs et cela comprend non seulement les salariés, c'est là qui travaillent pour le compte de quelqu'un ou bien avec un patron ou bien avec une institution, il y a également les professions libérales, il y a également les travailleurs indépendants et les travailleurs non salariés parce que nous allons voir dans le cadre de cette présentation, certaines fois, la contribution est volontaire également, mais à majeure partie, donc on a l'impérieuse obligation, l'État fait obligation à tout salarié d'avoir cette contribution. D'abord, c'est un prélèvement qui se fait à la source, donc l'employé n'a pas vraiment le choix de vouloir contribuer ou pas, donc c'est un prélèvement qui se fait également à la source. Et nous sommes dans un pays à vocation agricole, ceux-là qui travaillent également dans le domaine agricole, qui sont des salariés, donc font également partie de ce cadre d'employés que la sécurité sociale doit couvrir. Une autre définition, c'est la sécurité sociale
est une institution officielle regroupant plusieurs organisations de gestion qui ont pour objet de protéger les citoyens contre les conséquences d'événements ou des situations qualifiées de risques sociaux. Elle leur apporte des garanties minimales de prise en charge des conséquences des risques comme maladie, maternité, accident de travail ou accident de vie privée, invalidité, etc. Nous allons terminer ce parcours visant à l'approche conceptuelle de la sécurité sociale avec cette définition d'un ancien ministre du Travail français de 1945, répondant au nom de Alexandre Parodi, qui dit que la sécurité sociale est une garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. La sécurité sociale, c'est une garantie. Et cette garantie est donnée à tout un chacun. Et cette personne-là doit avoir cette garantie, quelle que soit la circonstance, la personne disposera toujours les moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, et ceci dans les conditions décentes. C'est pourquoi on fait les prélèvements pour qu'il y ait assez de moyens disponibles afin de pouvoir faire donner cette garantie, faire l'assurance des personnes en cas de difficulté. Maintenant, nous voyons que la sécurité sociale vise le bonheur des salariés, des assurés. Également, c'est une obligation que l'État a pour assurer le service des employés en cas où il y a des risques d'accident. Et également, ce n'est pas un don que l'État fait, ce n'est pas l'assistance sociale, mais c'est la sécurité sociale, c'est-à-dire l'État fait des prélèvements sur une base mensuelle sur le salaire de tout employé pour que ces employés-là aient la garantie d'une prise en charge en cas d'accident de travail. Alors, nous allons voir le cadre légal de cette sécurité sociale qu'on parle en Haïti, c'est-à-dire quels sont les textes légaux qui garantissent la sécurité sociale en Haïti. Si nous partons de la pyramide des normes de Hans Kelsen, nous savons que la Constitution est placée au sommet des normes. C'est pourquoi le premier texte sur lequel nous allons appuyer pour définir le cadre légal de la sécurité sociale en Haïti, c'est la Constitution haïtienne de 1987 amendée, c'est-à-dire la Constitution en vigueur. Dans son article 22 qui prescrit, l'État reconnaît les droits de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et la sécurité sociale. C'est-à-dire, l'article 22 fait obligation à l'État de garantir la sécurité sociale des citoyens haïtiens, donc de chaque citoyen haïtien. Alors, en plus de la Constitution, il y a beaucoup de textes qui entrent dans l'histoire de la sécurité sociale haïtienne. Nous n'allons pas citer tous les textes, mais nous avons essayé de mettre en évidence certains textes qui ont marqué des tournants dans l'histoire de la sécurité sociale haïtienne. Par exemple, il y a la loi du 10 octobre 1949 créant l'Institut des assurances sociales en Haïti, IDASH. Il y a le décret du 8 novembre 1965 portant sur la création de l'Office national d'assurance vieillesse. Il y a également la loi du 26 août 1967 portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'ONA et de l'OFATMA. C'est cette loi également qui a créé l'OFATMA comme autre organisation de sécurité sociale en Haïti. Il y a le décret du 18 mars 1968 déterminant le mode de fonctionnement de l'Office national d'assurance vieillesse, qui est paru au numéro 23 du moniteur du 18 mars 1968. Il y a la loi du 4 novembre 1983 pour organisation du ministère des Affaires sociales, paru dans le moniteur numéro 82 du 24 novembre 1983. Il y a également le décret du 17 mai 2005 portant organisation et l'administration centrale de l'État, qui est paru dans le moniteur numéro 6 du 20 juillet 2005. Donc, ce sont entre autres les différents textes qui définissent le cadre légal de la sécurité sociale en Haïti. Maintenant, nous allons essayer de voir les institutions chargées de la sécurité sociale en Haïti. En fait, nous allons nous éterniser sur deux institutions étatiques. D'abord, l'ONA, l'Organisation d'assurance vieillesse, et également l'OFATMA, qui sont deux organisations et des institutions étatiques qui sont chargées de la sécurité sociale en Haïti. D'abord, l'ONA. L'ONA est une institution d'assurance sociale de l'État haïtien qui s'occupe de la protection de l'employé contre la pauvreté liée à la vieillesse. Donc, l'ONA, c'est une institution d'assurance sociale de l'État haïtien.
l'ONA s'occupe de la protection de l'employé contre la pauvreté liée à la vieillesse. C'est-à-dire, une personne qui a sa force de travail, qui travaille aujourd'hui, qui gagne de l'argent, peut prendre bien soin de sa vie, de sa famille, mais arrivé à un certain âge, quand cette personne-là n'est pas encore en état de travailler, la personne n'aura pas un salaire, il se pourrait que la personne n'a pas économisé assez pour prendre soin de sa vie. C'est pourquoi l'État crée l'ONA, une institution qui fait des prélèvements mensuels sur les salaires de la personne, afin qu'à la vieillesse, cette personne-là ait une compensation lui permettant de prendre soin de sa vie pour qu'à sa vieillesse, cette personne-là ne vit pas dans la dette ou dans la pauvreté. Alors, au terme de l'article 176 du Code du travail haïtien, nous voyons l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, est une division technique et administrative de l'Institut d'assurance sociale d'Haïti, dotée d'une personnalité civile propre. Donc, c'est vrai que c'est une division administrative de l'Institut d'assurance sociale d'Haïti, mais elle est dotée d'une personnalité civile propre. C'est pourquoi on dit que c'est une institution autonome de l'État. Alors, ce même article prescrit que son siège social est à Port-au-Prince. Des bureaux pourront être établis dans les villes des provinces dans la mesure des besoins et des possibilités. C'est ce qui explique le fait qu'il y a des bureaux de l'ONA, des bureaux régionaux dans les grandes villes, tels c'est le cas à Jérémy, au CAI. Je pense également qu'il y en a un à Jacmel, en plus du bureau des Port-au-Prince, permettant à l'ONA d'offrir un service de proximité. Quand je dis un service de proximité, eh bien, une personne qui se trouve à Jérémy, au lieu d'aller demander des services au niveau de Port-au-Prince, eh bien, devrait pouvoir, je ne dis pas peu, parce que nous allons voir comment est le service, devrait pouvoir réclamer ces services dans les contrats d'un bureau régional qui se trouve peut-être dans sa ville ou dans la ville où cette personne-là est située. Les attributions de l'ONA sont précisées dans l'article 167 du Code du travail haïtien, qu'on lit comme suit. L'Office national d'assurance vieillesse a pour attribution d'assurer à tous les employés des établissements commerciaux, industriels, agricoles et ou assimilés qui ont atteint l'âge et le nombre d'années de services requis et qui sont frappés d'incapacité physique ou mentale, des prestations leur permettant de vivre dans des conditions décentes en compensation des services fournis durant les années de productivité de leur vie. En fait, les attributions de l'ONA sont définies à travers ces articles. C'est assurer tous les employés, des établissements commerciaux, industriels, agricoles, des institutions privées. Il faudra préciser que l'ONA concerne seulement les personnes qui travaillent dans les institutions privées, parce que les personnes qui travaillent dans les institutions étatiques, dans la fonction publique, qui sont, je pourrais dire, ils peuvent bénéficier de la pension civile et de retraite de l'État. Donc, c'est pourquoi on ne fait pas les prélèvements sur les salaires de ces personnes-là pour l'ONA, parce que ces personnes-là ont déjà la pension civile et de retraite de l'État. C'est pourquoi eh bien, l'ONA est là pour faire des prélèvements sur toute personne travaillant dans les secteurs privés, dans les institutions non gouvernementales. Ce même article 677 du Code du travail prescrit encore l'Office, dans son deuxième alinéa, l'Office national d'assurance vieillesse assure également aux dépendants de l'employé de l'affilié au décès de celui-ci une partie des prestations auxquelles il avait droit. C'est-à-dire, cette personne-là qui devait recevoir la compensation de l'ONA, eh bien, si la personne est morte, laissant des mineurs moins de 18 ans également, une femme, sa femme ou bien capacité de travailler, eh bien, qui était à sa charge, eh bien, une partie de cette compensation va être également décernée à ces derniers. Maintenant, comme je vous ai dit, l'assurance de l'ONA est à fort pourcentage obligatoire, même s'il y a certaines assurances volontaires. Quand je dis obligatoire, on ne peut pas s'en sortir, donc vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas payer. D'ailleurs, avant même que votre paie arrive à votre main, ben, l'État fait les prélèvements à la source. C'est une obligation. Et si une institution choisit ou bien décide de ne pas faire la déclaration, eh bien, il y a des sanctions prévues pour cette institution par la loi. Eh bien, voyons voir quelles sont les personnes qui sont astreintes à la contribution de l'ONA. L'article 178 du Code du travail haïtien dispose sont obligatoirement soumis au régime de la pension institué par la loi. Premièrement,
les employés des entreprises commerciales, industrielles ou agricoles et en général, toute personne qui fournit un travail manuel ou intellectuel moyennant une rétribution en nature ou en espèces, toute personne qui loue ses services à un employeur en vertu de contrat de travail express ou tacite. C'est-à-dire toute personne qui travaille pour le compte de quelqu'un dans une institution commerciale, industrielle, même s'il y a un contrat écrit ou bien c'est un contrat verbal, pourvu que cette personne-là a une compensation mensuelle, eh bien, cette personne-là doit obligatoirement payer l'ONA. Deuxièmement, les professeurs et surveillants des établissements d'enseignement privés, laïcs ou religieux. Par exemple, ceux-là qui œuvrent dans le domaine de l'enseignement, si vous travaillez dans les institutions étatiques, eh bien, on n'aura pas besoin de faire ce prélèvement parce que vous allez bénéficier de la pension civile de retraite. Eh bien, puisque ceux-là qui travaillent dans les institutions laïques, religieuses, privées, eh bien, ils n'ont pas accès à la pension civile de retraite, eh bien, l'État fait des prélèvements sur les salaires, question de leur garantir une compensation, une vieillesse, je dirais, saine où la personne pourra vivre décemment. Donc, c'est bien l'idéal. Vous allez me demander, est-ce que cela se fait vraiment? Je ne sais pas encore, mais nous allons voir ça ensemble et on attendra également au moment du débat à ce que vous nous partagez vos points de vue par rapport à ces services que l'État est en train de fournir à la population salariale. Et troisièmement, les personnels des cliniques et hôpitaux privés doivent payer la contribution à l'ONA. Les personnes demeurant en Haïti qui, en vertu de contrat de travail ou sur déplacement ou en mission pour compte de leur employeur, effectuent à l'étranger des travaux de quelque nature que ce soit. C'est-à-dire, la personne demeure en Haïti, mais la personne est déplacée en expatriation ou travaille quelque part, eh bien, même si cette personne-là ne travaille pas en Haïti, la personne doit continuer à payer l'ONA. Cinquièmement, les directeurs administrateurs des compagnies, sociétés ou établissements industriels, commerciaux et agricoles considérés en fonction de l'emploi qu'ils occupent et non du fait de leur caractère d'actionnaire ou d'associé. C'est-à-dire, la personne qui est actionnaire ou bien directeur dans une entreprise, donc on ne va pas l'obliger à payer l'ONA pour ses actions, mais puisque cette personne-là, en tant qu'actionnaire, travaille également à l'entreprise et cette personne-là a un salaire, donc sur la base de ce salaire mensuel, eh bien, la personne va devoir payer l'ONA. Et sixièmement, les nationaux qui travaillent en Haïti pour compte d'institutions internationales et non gouvernementales et gouvernement étranger. C'est-à-dire une personne qui se trouve en Haïti qui ne travaille pas pour une institution haïtienne, qui travaille pour une institution internationale ou bien qui travaille pour un gouvernement étranger, eh bien, cette personne-là, eh bien, pour que ce gouvernement étranger, cette institution internationale donne un salaire, eh bien, il va y avoir un prélèvement sur ces salaires mensuels pour l'ONA, pour la vieillesse de cette personne. Et septièmement, toute personne qui reçoit un salaire fixe d'une entreprise, donc, fait partie ou bien doit payer l'ONA pour le salaire. Donc, ça fait cette catégorie de personnes qui doivent obligatoirement payer l'ONA. Dès que vous travaillez pour le compte de quelqu'un ou d'une institution, ce n'est pas une institution étatique, vous ne faites pas partie de la fonction publique, eh bien, vous avez un salaire, il y a un prélèvement qui doit se faire sur votre salaire mensuellement pour l'ONA. Vous allez me dire comment est-ce que ce prélèvement est fait, combien est-ce que vous devez payer, qui est-ce qui paie. Donc, c'est ce que nous allons voir, le montant de la cotisation des assurés. Donc, ce montant est calculé à l'article 200 du Code du travail haïtien qui dit que les cotisations du patronat et du salariat à la constitution des fonds de l'Office national d'assurance vieillesse seront calculées de manière suivante. Premièrement, sur les salaires ne dépassant pas 200 goudes, 2% à verser par le salarié, 2% par le patronat. Sur les salaires variant de 200 goudes à 500 goudes, 3% salariés, 3% patronat. Sur les salaires variant de 500 goudes à 1000 goudes, 4% à verser par les salariés, 4% par les patronats. Sur les salaires supérieurs à 1000 goudes, 6% à verser par les salariés, 6% par le patronat. Il faut savoir que cet article a été pris il y a longtemps de cela où, à cette époque-là, le salaire minimum était à 200 goudes, c'est-à-dire une personne pouvait avoir 200 goudes comme salaire mensuel. Maintenant, il n'y a pas aucune institution en Haïti qui paie un salaire en dessous des 1000 gouttes. Cela dit, toute personne travaillant en Haïti se trouve dans le 4e alinéa qui dit que vous allez devoir verser 6% de votre salaire et la personne qui vous embauche, votre patron va devoir payer également 6% pour vous et ça va faire
12% par mois sur votre compte Alona. Nous allons essayer de faire un scénario. Par exemple, il y a beaucoup d'organisations internationales qui travaillent en Haïti. Donc, si nous prenons une organisation internationale avec un effectif moyen de 80 employés et un salaire moyen de $800 américains, je prends un effectif moyen, il y a des organisations internationales qui ont leur bureau central à Port-au-Prince avec des bureaux de terrain qui ont plus de 200 employés. Il y en a qui ont 100, il y en a qui ont plusieurs. Donc, je prends un effectif moyen de 80. Et puisque je dirais, le grille salarial également varie. Il y a les managers plus hauts qui ont un salaire de 3 000 et plus $. Il y a également les personnels de soutien, les agents, les gardes qui ont un salaire de 4 à 500. C'est pourquoi je prends les salaires moyens de $800. C'est-à-dire, pour une organisation avec 80 employés, avec un salaire moyen de $800, eh bien, cette institution va devoir verser à l'ONA chaque mois pour ses 80 employés $7 680 US et qui va totaliser environ $92 160 US pour une année. Et si on fait la conversion au taux du jour de 132 gouttes, ça va donner pour une année 12 165 120 gouttes que l'institution va devoir verser à l'ONA chaque année. Nous faisons également ce scénario pour un employé avec un salaire moyen de 50 000 gouttes par mois. C'est-à-dire, si vous avez un salaire de 50 000 gouttes par mois, eh bien, vous allez devoir payer 6% de votre salaire. Ça va faire 3 000 gouttes par mois. Et quand vous faites 3 par 36, pour l'année, vous allez payer 36 000 gouttes à l'ONA. Et à noter que votre employeur va payer la même somme pour vous. C'est-à-dire, pour l'année, sur votre compte Alona, vous allez avoir 2 fois 36 000 gouttes, ça va faire 72 000 gouttes l'an que vous avez à Alona. Imaginez que vous travaillez à cette institution pendant 20 ans, donc vous allez voir combien de cotisations que vous allez avoir à Alona pour votre période de vie salariale active. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, l'État fait les prélèvements. Donc, qu'en est-il des services? Je ne sais pas encore. On va y arriver. Donc, quels sont les services offerts par l'ONA, en plus de l'assurance vieillesse? Au terme de la loi du 25 août 1971, il est créé à l'ONA un comptoir épargne-prêt. Le comptoir épargne-prêt offre la possibilité à un salarié de vérifier la quantité de cotisation qu'il a déjà versé à l'ONA et à partir de cela, il peut faire une demande de prêt s'il a quelque chose à régler. Donc, on peut lui prêter 50% de sa cotisation à la date de la demande. Ce n'est pas un don, c'est un prêt. Il faut également donner la garantie que vous allez pouvoir payer. Et si vous travaillez avec une institution, on va demander à l'institution d'approuver et le prélèvement va être fait à la source pour que vous payiez cette somme que vous avez prêtée à l'ONA. Il y a également un service de prêt hypothécaire à l'ONA. Si vous voulez peut-être construire, faire quelque chose, eh bien, vous pouvez également donner un bien en garantie et puis faire ce prêt à l'ONA, vous aidant à faire la construction comme vous voulez. Il y a également comme troisième service, le service de compte individuel. C'est un service qui est disponible où vous pouvez ouvrir un carnet et suivre toujours, vous pouvez dire, votre cotisation mensuelle. Chaque année, vous pouvez demander un relevé où l'on va vous dire combien d'argent vous avez déjà contribué pendant votre carrière à l'ONA. Donc, tels sont donc les services légaux que je connais. Donc, ne me demandez pas pour les autres services que vous entendez. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas encore un texte me parlant de ces services. C'est pourquoi je n'aborde pas. Mais si vous avez, vous allez pouvoir apporter cette contribution au moment où le débat sera ouvert. Donc, quelles sont donc les conditions d'éligibilité de la pension à l'ONA? C'est-à-dire, on dit que toute personne doit contribuer, mais pour avoir une pension à la vieillesse, donc quelles sont les conditions qu'une personne doit répondre pour pouvoir bénéficier de la pension à l'ONA? Article 83 du Code du travail dit: l'État reconnaît et garantit les droits à la pension à toute personne assurée conformément à la présente loi et réunissant les conditions suivantes. Premièrement, désolé, il y a un chien qui aboie sur la cour. Premièrement, c'est avoir atteint l'âge de 55 ans accompli. Et deuxièmement, avoir versé les cotisations pendant 20 ans au moins. C'est-à-dire, pour que vous bénéficiez de la pension à l'ONA pour laquelle vous avez contribué,
il faut que vous soyez âgé de 55 ans accompli et avoir versé au moins 20 ans de cotisation à l'ONA. Maintenant, il y a une autre possibilité qui est offerte en cas où une personne est frappée d'invalidité et cette personne-là a déjà versé 10 ans de cotisation, eh bien, on peut lui accorder une pension proportionnelle ou encore d'invalidité. Donc, c'est dit, le texte, je reprends textuellement, une pension proportionnelle ou d'invalidité est donnée à tout assuré réunissant les conditions suivantes. Premièrement, avoir versé au moins 10 ans de cotisation, c'est-à-dire vous avez déjà versé 10 ans et plus, mais vous n'atteignez pas encore 20 ans de cotisation, et vous êtes frappé d'une incapacité totale de travail. Donc, ça, c'est une condition vous permettant de bénéficier la pension à l'ONA. Et cette pension proportionnelle sera liquidée sur la base de 1% du salaire moyen des 10 dernières années de service. C'est-à-dire, pour pouvoir vous donner cette compensation, on va calculer les salaires moyens que vous avez eu sur les 10 dernières années. Donc, on saura parce qu'on saura à partir des contributions que vous avez faites. Et à partir de cela, on va diviser votre salaire, on va faire 1,60 de votre salaire et on va vous donner cette compensation chaque mois. Cependant, si l'assuré reprend sa lucidité ou l'assuré se récupère et peut pouvoir travailler, peut travailler encore, eh bien, à ce moment-là, on va lui enlever cette pension proportionnelle ou encore cette pension d'invalidité. Donc, c'est les conditions pour bénéficier les services de l'ONA. Nous venons de voir l'ONA comme institution d'assurance sociale en Haïti, de sécurité sociale. D'abord, l'ONA est là pour assurer la vieillesse des employés. Et nous voyons les textes qui a fondé l'ONA et combien il faudra payer chaque mois et comment est-ce qu'on fait les prélèvements et comment est-ce que le fonds est géré et quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Et nous allons aborder rapidement une deuxième institution entrant dans la sécurité sociale en Haïti, c'est également une institution étatique, c'est l'OFATMA. Qui est l'OFATMA? L'OFATMA, c'est Office d'assurance d'accident du travail, maladie et maternité. l'OFATMA est un organisme technique et administratif du MAST, doté de la personnalité juridique propre et de l'autonomie financière, d'assurance sociale et en promotion principale d'assurer à tous les employés des établissements commerciaux, industriels, agricoles, de l'administration publique et ou assimilés contre les risques sociaux suivants: accident du travail, maladie et maternité, en leur offrant des prestations médicales et ou pécuniaires. Donc, l'OFATMA est là pour assurer les accidents de travail, les maladies, la maternité. C'est également un organisme de l'État. L'OFATMA et l'ONA, ils sont sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et du Travail, du MAS. La différence entre l'ONA et l'OFATMA, c'est que l'ONA concerne seulement les employés qui travaillent dans les secteurs privés. l'OFATMA également, tous les employés de l'État, de la fonction publique, sont également assurés à l'OFATMA. C'est vous qu'on dit que ça concerne les employés des établissements commerciaux, industriels, agricoles, de l'administration publique également. Donc, on est assuré à l'ONA pour accident du travail, c'est-à-dire un accident survenu dans votre espace de travail, que cela soit conduit à invalidité ou non. Donc, on paie l'ONA pour cela. Et quand on est malade également, la maternité, tout cela sont couverts par l'assurance OFATMA. Alors, il faut préciser que l'OFATMA est créé par la loi du 26 août 1967. L'OFATMA, tout en étant sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et du Travail, est un organisme d'autonomie administrative et financière. Les employés qui y travaillent ont le statut d'agent public répondant du coup à la législation de la fonction publique. Donc, c'est vrai que l'OFATMA est sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, mais l'OFATMA, c'est un organisme autonome qui a son autonomie administrative et financière. Donc, mais les employés de l'OFATMA bénéficient des bénéfices attribués aux employés de la fonction publique, même si c'est une institution privée de l'État. Les hôpitaux de l'OFATMA permettent d'offrir un service de santé à ses assurés, les employés publics ou privés. Cependant, il n'est pas un hôpital, mais une institution d'assurance offrant une protection sociale aux travailleurs et aux travailleuses. C'est-à-dire, l'OFATMA dispose des hôpitaux. À travers ces hôpitaux, on offre les soins de santé aux assurés, que ce soit les assurés des
la fonction publique ou des institutions privées, mais le FATMA n'est pas réduit à un hôpital parce que ce n'est pas un hôpital, c'est une institution d'assurance. Ça offre une protection sociale beaucoup plus qui va au-delà des soins médicaux à l'intérieur d'un centre hospitalier. Il a aussi la charge de verser les salaires des congés maternité, des indemnités funéraires, des rentes, des indemnités relatives aux incapacités, etc. Autant de prestations qui ne sont pas médicales. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un hôpital qui a le FATMA, il y a d'autres choses qu'elle remplit, c'est, nous venons de citer d'autres choses, d'autres services que l'on peut trouver à l'OFATMA qui ne sont pas des soins médicaux à l'intérieur des centres hospitaliers. Donc, nous allons voir, nous avons vu comment est la cotisation à l'ONA, combien est-ce qu'on paie, et nous allons voir également où est-ce que l'OFATMA trouve les frais ou encore ses cotisations. Alors, l'OFATMA fonctionne grâce aux cotisations obligatoires des employeurs et des employés qui sont, premièrement, 2% versés par l'employeur des entreprises commerciales pour assurance d'accident du travail, c'est-à-dire toutes les entreprises des institutions privées, des entreprises commerciales, ils doivent verser 2% à l'ONA pour l'assurance des accidents du travail des employés. OK? C'est-à-dire 2% du montant du salaire de chaque employé. Deuxièmement, 3% par l'employeur des entreprises agricoles et industrielles, les chantiers de construction et les agences de ligne de navigation pour l'assurance accident du travail. Maintenant, nous avons vu que c'est 2% pour les entreprises commerciales et pour les autres institutions comme les entreprises agricoles et industrielles, c'est 3%. Il y a également 6% versés par l'employeur des entreprises minières pour l'assurance d'accident du travail. Quatrièmement, 3% pour l'employeur pour l'assurance maladie de maternité, 3% pour l'employé pour l'assurance maladie de maternité, ça fait 6% par mois pour l'assurance maladie de maternité. Par exemple, si vous travaillez dans une institution minière, votre patron va verser 6% de votre salaire pour assurance d'accident du travail et on va également verser 6%, 3% de votre patron pour l'assurance maladie et maternité. Donc, cela dit, donc, si maintenant vous travaillez pour une institution qui paie l'ONA et que pendant que vous travaillez sur les chantiers, il vous arrive quelque chose, eh bien, l'employeur ne devait pas se charger de votre cas parce que l'employeur a déjà payé l'OFATMA pour vous. Donc, votre prise en charge devait être faite par l'OFATMA qui a déjà reçu un montant chaque mois pour traiter la question. Est-ce que c'est effectif? Je ne sais pas encore, mais on verra. Mais certaines fois, l'obligation est faite aux employés encore qui ont payé, qui ont déjà payé la sécurité sociale à l'OFATMA de prendre en charge les employés en cas d'accident du travail. Maintenant, allons faire un état des lieux de la situation par rapport aux dispositions et aux objectifs des institutions et ce qu'elles offrent aux assurés à travers les services. Premièrement, nous allons aborder l'ONA. Le premier constat qu'on fait chez l'ONA, c'est l'indisponibilité des données. Les données ne sont pas disponibles à l'ONA et l'ONA n'est pas informatisée. Les archives sont partagées entre plusieurs employés et l'ONA non plus n'est pas décentralisée. Je vais expliquer ce que j'appelle non informatisé. C'est-à-dire, pour les prélèvements qu'on fait sur les comptes des employés, il n'y a pas un système informatique où l'on peut cliquer les notes de la personne et voir l'ensemble de ses contributions. Toutes ces données sont gérées sur papier dans des archives entreposées dans différents bureaux de l'ONA. Donc, c'est-à-dire, pour vérifier le montant de la cotisation de quelqu'un chez l'ONA, eh bien, ça va prendre du temps. Certaines fois, il y a certains assurés qui, lors de la demande, on vous dit, on a vu pour vous de telle année à telle année, mais on ne voit pas de telle année à telle autre année. Le problème, c'est que les archives sont partagées et il y a plusieurs officiers du service de compte personnel qui travaillent. Eh bien, un officier peut déplacer un cartable contenant plusieurs années. Il travaille dessus, tandis que l'autre officier qui fait la recherche pour vous pendant cette période ne trouve pas ce cartable. Cela fait qu'il y a un vide qui est créé. Eh bien, on vous dit qu'on ne trouve pas pour vous cette partie. Deuxièmement, toujours dans cette lignée, nous avons dit que
les données de l'ONA ne sont pas décentralisées. Il y a certaines institutions, par exemple, qui ont leur siège social à Port-au-Prince, ou bien le bureau central à Port-au-Prince. Donc, c'est le bureau central qui effectue les paiements. Eh bien, même si vous vous trouvez dans les autres villes de province, on paie l'ONA pour vous au niveau de Port-au-Prince. Donc, c'est-à-dire, si on ne paie pas dans votre bureau régional n'auront pas accès à ces données. Imaginez, pour une partie de la période de votre service, on a payé une partie de votre bureau régional, une partie au bureau central. Quand vous allez faire des recherches, on vous dit, eh bien, de telle année à telle année, on a payé dans votre bureau régional, on trouve ça. Pour les autres, vous devez vous rendre à Port-au-Prince. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment un service au niveau du bureau régional où vous pouvez demander à la personne de faire les recherches pour vous. Donc, on vous demande de vous déplacer vous-même pour vous rendre à Port-au-Prince pour aller faire des recherches. Vous imaginez, vous n'avez pas demandé à l'ONA de faire des prélèvements sur votre compte. C'est imposé par l'État. C'est d'abord à la source qu'on fait ça. Maintenant, quand vous voulez avoir compte de votre contribution, c'est un peu difficile à trouver. Deuxième constat qu'on a fait, c'est l'accès difficile aux services d'épargne prêt et prêt hypothécaire. C'est vrai que on dit qu'il y a un service d'épargne prêt où vous pouvez demander un prêt équivalent à 50% de votre contribution pour la période, mais ce n'est pas vraiment accessible à tout le monde. Ensuite, non seulement ce n'est pas accessible, puisqu'on vous dit que vous pouvez prêter environ 50% de votre contribution, mais par rapport à ce que nous venons d'expliquer dans le point plus haut, vous voyez que certaines fois, vous ne connaissez pas vraiment la quantité, la somme de votre contribution parce qu'il y a une partie qu'on ne trouve pas encore, il faut attendre à un certain moment d'effectuer encore les recherches. Tout cela prenne du temps avant que vous ayez une idée de combien vous avez en termes de cotisation afin de demander le prêt. Et le prêt, ça prend du temps, ça varie de la personne de qui fait la demande. Pour les prêts hypothécaires, c'est la même chose. Autre constat qu'on a fait, troisième constat, c'est la procédure d'accession à la pension civile est trop dispendieuse. C'est-à-dire, vous venez de voir, pour que vous ayez accès à la pension, il faut que vous ayez au moins 55 ans d'âge et avoir contribué pendant 20 ans. Et ce n'est pas de manière systématique que vous allez avoir ça. Il va y avoir beaucoup de démarches. Il y a certaines personnes qui se sentent un peu lassées par rapport à cela. Ils disent qu'ils ont donné leur contribution de manière volontaire, ou bien ils ont fait les prélèvements de manière, je dirais, autoritaire. Maintenant, pour avoir accès, ça prend trop de temps et les personnes abandonnent. Il y a également la méconnaissance des droits par les assurés. Donc, il y a une revue une revue Carmonde qui a partagé une donnée qui dit que 70% des employés, des assurés de l'ONA ne connaissent pas vraiment leurs droits. C'est-à-dire, on fait les prélèvements, l'institution vous dit bien, on paie l'ONA pour vous, mais vous ne savez pas pourquoi, à quoi est-ce que vous avez droit. Et donc, cela fait qu'on fait les prélèvements, mais vous n'avez pas vraiment la garantie de pouvoir bénéficier des services parce que vous ne savez pas où aller pour pouvoir bénéficier des services. C'est la méconnaissance des droits par les assurés. Il y a également l'insécurité d'emploi. Ce que j'appelle l'insécurité d'emploi, par exemple, une personne qui travaille pour une organisation internationale, ces organisations-là opèrent par projet. C'est-à-dire, un projet a une durée de vie et certaines fois, s'il n'y a pas de projet, eh bien, vous allez perdre votre emploi à un certain temps. Donc, vous imaginez, eh bien, vous avez payé à un certain temps, maintenant, vous n'avez plus d'emploi, vous n'allez pas avoir droit à ces prélèvements, cela reste à l'ONA tant que vous ne trouvez pas encore une autre institution où vous travaillez pour qu'on recommence avec un versement pour vous. Donc, il y a toujours selon la revue Carmonde, ils disent que sur chaque 100 assurés, il y a seulement 4 qui obtiennent la pension civile et de retraite. Il y en a d'autres qui sont abandonnés par cessation d'emploi. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas suivre des procédures. Il y en a qui ont laissé le pays. Il y en a qui ne travaillent plus pour les comptes des organisations, des institutions privées, qui travaillent dans la fonction publique. Automatiquement, eh bien, ils n'ont pas accès à cette pension civile et de retraite. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de prélèvements qui sont faits, mais les personnes ne bénéficient pas vraiment. On vous dit, suivant les données, sur chaque 100 salariés, chaque 100 assurés, c'est seulement 4 qui arrivent à obtenir la pension à l'ONA. Et dans des données partagées par la Banque mondiale, ils disent que seulement 11% des salariés en Haïti ont accès à la sécurité sociale, dont 2 tiers sont concentrés sur le quintile supérieur.
Quant à la sphère non contributive en 2012, seulement 8% de la population haïtienne et 11% des pauvres ont reçu des prestations d'aide sociale non contributives. C'est-à-dire, sur l'ensemble des salariés que nous avons, sur lesquels l'État fait des prélèvements, suivant la Banque mondiale, c'est seulement 11% de ces derniers qui ont accès vraiment à la sécurité sociale. Et puis, le dernier constat qu'on a fait par rapport à l'ONA, comme vous savez, ça a été toujours l'objet du scandale, c'est des prêts incontrôlés, octroyés à des hommes politiques et des hommes d'affaires influents et certaines fois échelonnés sur des grandes quantités d'années, et ces personnes-là n'ont pas vraiment une assurance de vie sur cette année. Donc, cela dit, il y a beaucoup de risques à ce que l'argent des assurés soit ainsi volatilisé. Maintenant, après l'ONA, nous allons voir l'OFATMA. Pardon, après les états des lieux de l'ONA, nous allons voir certains états des lieux pour l'OFATMA pour pouvoir terminer avec la présentation et ouvrir le débat. Premièrement, pour l'ONA, nous avons ces manques d'hôpitaux sur tous les territoires du pays. Donc, l'ONA, dans sa mission d'assurer la maladie et la maternité, ne dispose pas d'hôpitaux sur tous les territoires du pays. Et certaines fois, certaines personnes sont obligées de se déplacer pour aller dans des hôpitaux de l'ONA pour pouvoir bénéficier de ces services. Maintenant, le coût du service devient un petit peu trop dispendieux parce que les déplacements, la prise en charge, l'hébergement, se déplacer avec quelqu'un à son chevet, tout cela donc alourdit les coûts qu'il faudra dépenser pour pouvoir bénéficier de ces services. Et bien, certaines fois, quand on fait les calculs du coût par rapport aux services, des personnes sont obligées d'essayer de prendre des services payants dans leur zone de proximité. Deuxièmement, difficulté d'avoir la carte d'assurance au FATMA. C'est vrai que automatiquement, vous commencez à travailler, on fait les prélèvements de manière systématique, mais pour bénéficier des services, il vous faut une carte délivrée par le FATMA. Donc, je dirais, l'idéal serait automatiquement qu'on commence à faire le prélèvement, on devrait vous procurer la carte, mais il faut des démarches pour avoir cette carte. Et certaines fois, il y a des personnes qui passent plus de 2 à 3 ans à faire des démarches pour obtenir la carte seulement. Ce n'est pas toujours accessible. Et si on n'a pas la carte, on ne peut pas encore bénéficier des services de l'OFATMA. Également, l'inefficacité obligeant l'assuré à faire des dettes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on paie la sécurité sociale? C'est quand un événement arrive, quand un risque social arrive, si on n'a pas d'argent, on n'est pas obligé d'aller consentir des dettes. Maintenant, puisque les services n'est pas à proximité, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux affiliés, il n'y a pas d'hôpital disponible dans votre zone de provenance, eh bien, l'assuré, certaines fois, est obligé d'aller faire des prêts, certaines fois des prêts chez des usuriers, pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes. Donc, dans ce cas-ci, cela montre que la sécurité sociale, l'assurance ne répond pas vraiment à sa mission parce que je paie afin de ne pas avoir à me casser la tête quand il y a un problème. Malheureusement, parce que le service n'est pas disponible, je suis obligé d'aller consentir des prêts encore pour pouvoir prendre soin. Et autre constat qu'on a fait, c'est retard dans les remboursements. Certaines fois, le FATMA également a ses processus de remboursement. Vous pouvez payer votre argent, on va vous rembourser, mais cela prend vraiment du temps avant d'être remboursé par rapport à une dépense effectuée dans les cas d'un accident de travail ou bien maladie et maternité. Si le service de l'ONA n'est pas efficace, on essaie de recourir à d'autres services, on veut se faire rembourser, eh bien, ça va prendre beaucoup de temps. En gros, quels sont donc les constats que j'ai pu relater par rapport à ces deux institutions des services de sécurité sociale en Haïti, à savoir l'ONA et le FATMA. Et je suppose qu'il y a certains d'entre vous qui travaillent dans le secteur privé qui paient l'ONA et le FATMA également. Il y a d'autres constats peut-être que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc, durant les débats, vous pouvez faire les ajouts et les questions, les commentaires, les analyses également, venir avec des éléments de solution pour que la sécurité sociale en Haïti soit garantie. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Mathurin, pour cette présentation magistrale. Il est 21h03. On a reçu beaucoup d'informations sur l'ONA et le FATMA. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions. Vous pouvez soit taper votre question dans le chat ou taper sur l'émoticône de main et comme ça, on vous donnera la parole. Et je rappelle que cette conférence est rendue possible grâce à l'Institut universitaire des sciences
qui vous offre la possibilité d'étudier en licence, en maîtrise et en doctorat avec un modèle hybride à distance et en présentiel. Et en Haïti, je crois avoir lu dans les journaux qu'il y a un centre hospitalier que le Fatma vient d'établir dans le Nord. Question d'élargir le service, les assurances pour les bénéficiaires de l'ONA et de l'OFAMA. Donc, on va en parler beaucoup. Merci à vous déjà qui commencez à taper vos questions. Je vais voir dans les chats s'il y a des questions. Et du moins, je vous tapez sur l'émoticône de la main et on vous donnera la parole. Merci et bonne séance de questions déjà. Professeur Fred Selimène, vous avez une question. Nous vous disons bienvenue et nous vous écoutons. Professeur Fred Selimène, vous avez levé la main, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, professeur Fred Selimène. Il paraît que le professeur a tapé sur les moticônes par j'ai erreur. J'ai réussi d'accord, professeur. Nous vous écoutons. à décrocher. J'ai réussi à décrocher mon micro je ne l'arrivais pas à l'ouvrir. Je cliquais, je vous entendais, je t'entendais, mais je n'arrivais pas à ouvrir mon micro. OK. Alors, tout d'abord, je vais remercier Dumerson. Il a fait un exposé complet et en distinguant bien la branche vieillesse, c'est-à-dire retraite, hein, vieillesse, de la branche maladie, maternité, accident du travail. Il a bien distingué et donc je le remercie beaucoup. Et on voit très bien les choses. Alors j'avais des questions quand même quand un exposé est aussi riche, on a toujours des questions à poser. Surtout quand on ne connaît pas le système comme moi, hein, on ne connaît pas le système de sécurité sociale en Haïti, comme c'est mon cas. Donc j'aurais toujours eu une question à poser, parce que je veux comprendre comment ça marche. Alors ma question est la suivante. Sur la partie vieillesse, c'est-à-dire retraite, il a dit que on y a droit à partir de 55 ans, d'après ce que j'ai compris, sauf si j'entendais mal, hein, et qu'à partir de 50 cotisations, on a droit. Mais il va me corriger hein, si j'ai mal compris, mal entendu. Donc pour la vieillesse, ça c'est une chose. Alors ma question est, quelle est la durée pour avoir une retraite à temps plein? C'est-à-dire, s'il faut parler en termes de chiffres, si je gagne 1000 gouttes, hein, si je gagne 100 000 gouttes, quand je remplis la durée de cotisation et quand j'atteins l'âge qui me permet de percevoir ma retraite, en moyenne, ça représente, la pension que je vais toucher représente quel pourcentage du dernier salaire, hein? C'est le dernier à peu près. Ça c'est, et toujours sur la partie retraite, j'ai l'impression qu'il y a, sauf là encore si j'ai mal compris, mais Dieu merci, je lui fais confiance, il va clarifier. Je n'ai pas compris, il parle de prêt, mais c'est pas un fonds de pension, c'est une sécurité sociale. C'est très dangereux qu'une instance chargée de verser des retraites fasse des prêts. C'est-à-dire on joue à la roulette russe avec les sous des futurs retraités. Parce que si on fait des prêts, les banques tombent en faillite. Hein.
Parfois, les banques tombent en faillite. Autrement dit, si j'ai cotisé 10 ans, 20 ans, et que l'ONA s'amuse avec l'argent à faire des prêts, ce qui n'est pas son rôle, il y a des banques pour ça. Il y a des banques pour ça. À chacun son rôle. On ne mélange pas les choses. Ça, c'est aux États-Unis qu'on fait ce genre de choses. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de retraités qui sont obligés de travailler même à 90 ans. Parce qu'ils ont mis leur argent dans un fonds de pension pour la retraite et ils ont perdu leur argent. Donc, est-ce que l'ONA joue ce même jeu dangereux? Ce qui est une catastrophe. Hein? Donc, comme j'ai entendu près, je veux comprendre, est-ce que l'ONA se comporte comme une banque? Ce qui est très grave pour les futurs retraités, très dangereux pour les futurs retraités. Et sur la branche maladie, là encore, je veux savoir si je suis malade, je travaille, je suis malade, et je suis malade 10 jours, par exemple. Bien sûr, Dieu merci a bien dit que l'entreprise n'a pas à me payer, puisqu'elle a cotisé. Donc, c'est à l'instance dont il a parlé, j'oublie l'OFATMA, un truc comme ça, qui doit me verser mes 100 000 goudes de salaire pendant les 10 jours, enfin la partie. Hein? Si je suis malade d'un mois, eh ben, l'OFATMA doit me verser mes 100 000 goudes, puisque mon entreprise a cotisé pour moi. Alors, moi, là, toujours pareil, ma question est la suivante. Je voulais savoir quelle est la part que la boîte, enfin l'OFATMA, me verse dans mes 100 000 gouttes. Est-ce qu'il me donne mon mois complet ou il déduit une partie? Il ne me donne pas 100 000 gouttes, il me donne 80 000 ou 70 000 pour mon mois. Tu vois, c'est des choses très subtiles comme ça qu'il faut, pour bien comprendre le mécanisme, qu'il faudrait que, bon, c'est vrai que Dieu merci n'avait pas le temps de rentrer dans ces détails, mais les questions servent à ça, s'il veut bien m'expliquer ça. Hein? Le risque de l'ONA à emprunter l'argent des retraités, hein, c'est pas un fonds de pension, c'est une structure de sécurité sociale qui dépend de l'État, c'est pas privé. Le risque qu'il prend en faisant des prêts, alors c'est le rôle des banques. Et combien je perçois si je suis resté un mois malade et que l'OFATMA me paye à la place de l'entreprise, ce qui est normal, combien je perçois à partir de mes 100 000. Alors, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais Dieu merci, merci pour ta réponse future. Merci, Patelimel, pour votre question. Monsieur Mathurin, à vous. Merci, modérateur. Merci également, docteur. Alors, je vais préciser par rapport à la question d'âge. Je dis pour bénéficier de la pension civile et de retraite, il faut que la personne soit âgée de 55 ans au moins. Et également, la personne a déjà versé 20 ans de contribution. Même si vous êtes âgé de 55 ans, mais vous avez commencé à travailler à 40 ans, donc ça va vous faire environ 55 moins 40, ça va faire environ 15 ans de service. Donc, vous n'allez pas avoir la pension, il faut continuer à travailler pour avoir 20 ans de service. Cependant, si la personne qui a déjà contribué pendant 10 ans et qui est frappée d'incapacité de travailler, on peut lui accorder une pension allant à 1/60 de son salaire, du salaire moyen des 10 dernières années. Maintenant, la personne qui atteint 55 ans et qui a 20 ans de contribution, qui réclame sa pension à l'ONA, donc la commission chargée de cela va vérifier est-ce que cette personne-là travaille toujours. Si la personne est en état de travailler, donc certaines fois, on peut prendre du temps avant de liquider la pension. Mais si cette personne-là cesse de travailler pour les comptes d'institutions privées et on trouve que la personne a besoin de la pension, eh bien, on va accorder cela, mais on vous dit, je prends l'article qui dit combien est-ce qu'on va faire ça. On dit que cette pension liquidée sur la base du tiers du salaire moyen de l'assuré pendant les 10 dernières années qui précèdent la demande de liquidation sera versée mensuellement. C'est-à-dire, quand on fait la demande de liquidation de la pension,
et vous avez 55 ans accomplis, vous avez 20 ans de service et on vous donne la pension, eh bien, chaque mois, on va vous donner une compensation égale au tiers du salaire moyen de votre salaire moyen des 10 dernières années. Donc, on va calculer, si vous avez eu plusieurs salaires durant les 10 dernières années, on va calculer les salaires moyens et on va diviser par 3 et on va vous donner un tiers du salaire comme compensation, et cela jusqu'à votre mort. Donc, tant que vous vivez, on va continuer à vous le donner. Et le texte dit, si vous mourrez laissant des enfants mineurs, on va donner une partie de cette compensation aux enfants. Également, si votre conjoint est frappé d'incapacité de travail et était à votre charge, et votre conjoint va bénéficier également d'une partie de cette compensation. Et le texte dit également, si vous avez un enfant âgé de 18 ans, mais qui est à l'université, donc on va continuer à lui donner une partie de votre compensation jusqu'à ce que l'enfant termine l'université. Donc c'est comme ça pour la pension civile et de retraite. Pour les prêts, oui, on octroie des prêts dans les fonds de l'ONA. Alors, le texte dit, l'ONA qui gère le fonds, il peut toujours placer les fonds à la banque afin de générer des intérêts. Il y a également les services de prêt. Il y a 2 services de prêt qui sont offerts aux assurés. Par exemple, je parle du prêt sur cotisation, c'est le service d'épargne-prêt. Si vous avez, par exemple, 100 000 gouttes comme cotisation et vous continuez à travailler, vous avez un contrat de travail valide, vous pouvez demander un prêt à l'ONA, prêt sur cotisation. On va vous donner la moitié, on va vous prêter la moitié de votre cotisation. Mais vous allez payer avec un faible taux d'intérêt. Et il faut également que votre patron signe, et ce prélèvement va être fait à la source pour garantir que ce prêt, eh bien, ce montant ne sera pas volatilisé dans votre compte. Donc, vous allez payer pour ça, il faut qu'il y ait des garanties. De même pour les prêts hypothécaires. Mais je vous dis que ces prêts, ils ne sont pas vraiment accessibles, c'est là, mais c'est pas, ce ne sont pas vraiment accessibles aux salariés ou du moins aux assurés qui en ont le plus besoin. Et je dis également, comme c'est le cas à la une dans des journaux, vous avez qu'il y a d'anciens sénateurs, d'anciens hauts fonctionnaires de l'État, des hommes d'affaires très puissants qui ont eu des prêts à l'ONA, de combien millions de gouttes, et sur de longues durées, il y en a qui doivent payer dans 30 ans et plus. Et imaginez une personne âgée de 70 ans et qui fait un prêt et qu'il va payer dans 30 ans. Et donc, vous voyez les risques qu'il y a. Donc, c'est ce que j'avais dit, qu'il y a ça comme grand risque. Et je vous ai dit également, selon les données partagées par la revue Carmonde, on vous dit sur chaque 100 assurés, c'est seulement 4 qui reçoivent la pension civile et de retraite. C'est pour vous dire que ce sont des prélèvements qui sont faits, mais ces prélèvements-là ne retournent pas vraiment en termes de services aux salariés. Donc, ça, c'est un problème grave. Et puis, pour l'assurance maternité, donc, la loi fait obligation aux employeurs de payer 15 jours de maladie par an. C'est-à-dire toute personne qui travaille a 15 jours de maladie, de congé maladie, et qui soit payé par l'employeur. Maintenant, si la maladie persiste au-delà des 15 jours, donc l'employé va prendre un congé de maladie, mais l'employé ne devait pas continuer à payer. À ce moment-là, l'OFATMA, qui est l'institution où l'employé est assuré, devait pouvoir offrir à l'employé un tiers de son salaire, l'aidant à subvenir à ses besoins. De même, l'OFATMA, il y a 2 assurances. Il y a assurance maladie et maternité, il y a assurance d'accident de travail. Même si on donne la compensation pour congé et maladie sans solde, on devait pouvoir payer les services et les frais pour les soins médicaux. Je dis on devrait, c'est parce que, comme j'avais dit, les services sont vraiment difficiles. Donc, généralement, c'est dans les hôpitaux de département qu'on donne les services mieux, mais il n'y en a pas sur tous les territoires du pays. Je crois qu'il y en a un à Port-au-Prince, au Cas, je ne sais pas là où il y en a d'autres encore. Maintenant, il faut déplacer pour aller. Et certaines fois, quand on utilise son argent ou on veut se faire rembourser, ça prend du temps. Et certaines fois, sans qu'on ne connaît pas les conditions, il se pourrait bien que vous avez dépensé pour telle chose, on vous dit, eh bien, tel aspect n'est pas couvert par l'assurance. Par exemple, tel examen n'est pas couvert, tel type de maladie n'est pas couvert. Pourtant, si on avait su au préalable que cette maladie n'est pas couverte par l'assurance, donc on allait prendre les dispositions adéquates. En gros, c'est mon appréhension par rapport aux questions du Dr. Fred sur
l'ONA et également l'OFATMA. Donc, ça voudrait dire que l'entreprise paye 3 fois. L'entreprise cotise pour moi, si je suis salarié, il cotise pour moi, il paye même quand je suis absent, pendant 15 jours, il me paye, et il paye une 3e fois la personne qui vient me remplacer au travail, parce qu'il faut payer le salaire de la personne qui vient me remplacer, puisque je suis absent, je suis malade. C'est ça, c'est bien ce que je comprends. L'obligation est faite pour payer les 15 jours. Maintenant, si vous vous absentez en congé de maladie, eh ben, on doit payer la personne qui vous remplace. Donc, ce devait être congé sans solde qui devait être payé par l'assurance au FATMA, mais généralement, le FATMA ne paie pas. Certaines fois, les employeurs s'arrangent pour donner une compensation pendant la période à l'employé qui est malade pour la période. C'est un vaste chantier. Merci, président de séance. Merci. Il y a un vaste chantier dans ce domaine de la sécurité sociale. Ça, c'est vraiment un gros travail de réflexion à mener. Je pense que l'IUS devrait trouver un étudiant ou un doctorant qualifié qui connaît bien le système pour faire un bon travail et faire des bonnes propositions. Bien, ce serait très, très intéressant. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Mathieu. Merci, professeur Fred Sélimé. C'était enrichissant l'échange. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Laissez-moi voir. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez un sujet regard sur la sécurité sociale en Haïti, regard sur les institutions haïtiennes et les prestataires de services. On a une question dans le chat de la part de Marie-Mide Duverger, et je cite: comment l'OFATMA peut-elle améliorer le traitement de ses assurés pour garantir une satisfaction optimale tout en assurant une gestion efficace et équitable des prestations d'assurance sociale en Haïti? Une question de Marie-Mide Duverger. À vous, Monsieur Mathurin, pour la réponse. Merci, président de séance. Merci également à Marie-Mide Duverger pour la question. Alors, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer les services, comme il y en a plusieurs. La première chose, c'est d'essayer d'établir des partenariats avec les hôpitaux, que ce soit privés ou publics, dans les différents centres urbains. Et comme ça, les assurés pourront trouver le service à proximité de leur zone de travail. C'est-à-dire, si je suis à Jérémy, il y a un hôpital au FATMA au CAI, donc j'ai un problème à Jérémy. Maintenant, le FATMA devait pouvoir avoir un partenariat avec une institution, un centre hospitalier à Jérémy, ou bien avec des centres hospitaliers à Jérémy, suivant les services qu'ils offrent, suivant les spécialités, pour qu'à ce moment-là, je n'aurai pas à dépenser des débouts pour me rendre au CAI, à m'héberger dans un hôtel, à aller avec quelques titres, ça va garantir le service également. Deuxièmement, c'est permettre à ce que bien les cartes d'assurance au FATMA soient disponibles dans un laps de temps après l'enrôlement de l'assuré. Maintenant, je suis enrôlé, on commence à payer, je ne devais pas passer 2 à 3 mois sans avoir ma carte d'assurance qui est la seule garantie que j'ai d'être accepté dans un centre hospitalier de l'OFATMA. Donc, certaines fois, il y a des employés. Par exemple, moi, je ne sais pas, je contribue à l'OFATMA, ça fait plus qu'une quinzaine d'années. Je n'ai pas encore ma carte d'assurance OFATMA. Je ne sais pas encore où se trouve cette carte. Heureusement, l'institution où je travaille paie une assurance additionnelle, on paie EIC, donc j'ai la carte d'EIC. Certaines fois, au besoin, j'utilise la carte d'EIC, mais je ne me fais pas rembourser par OFATMA parce que je n'ai pas la carte d'OFATMA. Et je sais également comment est-ce que ça va me prendre du temps pour avoir le remboursement, donc je ne prends pas tout ce temps. Donc, c'est comme si c'est un prélèvement qu'on fait de manière... Je sais que c'est comme des fonds perdus. C'est comme si c'est un prélèvement qu'on a fait pour l'assistance sociale, ce n'est pas pour la sécurité sociale. Donc, c'est pourquoi je dis, premièrement, il faut rendre les services accessibles dans les différentes zones. Deuxièmement, il faut sensibiliser également les assurés pour que les assurés comprennent les services, comprennent également leurs droits afin qu'ils puissent réclamer
le service parce que c'est pas normal à ce qu'on fait les prélèvements chaque mois sur les salaires de la personne au cas où il y aurait un risque. Et quand le risque arrive, le service n'est pas disponible, la personne est obligée de faire des débours et même consentir des prêts. Donc, dans ce cas-ci, c'est une sorte d'exploitation de la personne de manière abusive. Donc, il faudra faire tout cela. Donc, c'est rendre les services accessibles et permettre que au FATMA soit plus efficace dans les services de remboursement et également le paiement des salaires mensuels en cas d'invalidité périodique, comme c'est le cas. Donc, si on fait ça, au FATMA va être plus ou moins opérationnel et les assurés, les salariés seront soulagés parce que le service sera à leur portée. En gros, c'est ce que je peux expliquer par rapport à cette question. Merci pour la question, madame. Merci pour votre réponse, M. Mathurin. Très enrichissant. On a une question de l'institution Études efficaces. Études efficaces, nous vous écoutons. Merci beaucoup, M. Smith. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Mathurin. Merci. Alors, Études efficaces, c'est le Johannes Fortune qui est derrière ça. C'est mon site internet. Vous chef, je suis content que tu sois là cette fois, ainsi que Dr. Providence qui n'a pas pu rester la dernière fois jusqu'au bout. Merci Mathurin pour l'exposé. Je l'ai écouté, c'est un exposé assez organisé, à mon avis. Tu as su respecter les principes de la progression et les informations sont assez claires. Mais à comprendre l'essentiel de ton exposé, je voudrais soumettre à ton appréciation mon point de vue et que tu vas peut-être me dire est-ce que tu penses que j'ai bien pensé ou pas. Voilà ce que j'ai observé. À t'écouter parler, je comprends que à travers la sécurité sociale, l'État promet la sécurité sociale, mais j'ai l'impression que l'État finit par une exploitation au niveau des salariés. Promet la sécurité sociale et l'État s'arrange pour que l'État ait accès facile à l'argent des salariés, mais aussi des boss, si je peux dire comme ça, des propriétaires, et que quand tu es malade, tu n'es pas servi. Quand tu as quitté le pays ou bien tu as un problème, l'argent que tu as versé, cet argent ne peut pas te servir. Quand, par exemple, tu as un souci, tu n'es pas servi. Tu as même cité 4% seulement des personnes qui bénéficient de certains services parmi les services promis. Je me suis dit dans ce cas, est-ce que c'est intéressant de continuer à payer l'ONA ou bien n'est-ce pas une institution qui promet la sécurité sociale, mais au final qui ne fait qu'exploiter les employés? Que penses-tu, M. Mathieu? Merci, collègue Valens, pour la question et ta compréhension sur la question. On est d'accord sur les lignes. D'abord, c'est une promesse d'assurance qui est faite, mais la promesse ne tient pas en réalité parce que avec un taux de 4%, des personnes qui bénéficient de l'assurance, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, oui, c'est une sorte d'exploitation parce que c'est un contrat qu'on appelle un contrat à l'éolien. Un contrat à l'éolien, en droit, c'est un contrat où il y a la part du lion. Quand je dis la part du lion, l'État ne vous demande pas si vous voulez payer l'assurance. Il vous fait obligation. Et ceci, c'est payé à la source. Et si votre patron ne paie pas, il va être astreint à des amendes et même la fermeture complète de l'entreprise. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il faut payer. On paie. Maintenant, qu'en est-il du retour du service? Eh bien, ça prend du temps et certaines fois, c'est pas disponible au moment où on a plus besoin. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cette même question que je suis en train de me poser. Nous sommes ensemble ici sur la table et voir comment faire pour pouvoir éradiquer cette question. Le docteur Fredadi, serait-ce intéressant à ce que des étudiants à l'UIS font des études un peu plus poussées sur la question, faire des recommandations et avec ces études et ces travaux,
peut-être qu'on va arriver à peut-être sensibiliser l'État sur la question et comme ça, on va arriver à trouver les services. Comme vous avez dit, oui, quand on déplace, on a beaucoup plus à perdre, par exemple, à l'ONA, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui atteignent 20 ans de contribution. Et il y a des personnes qui atteignent 20 ans de contribution, mais qui n'ont pas encore âgé de 55 ans. Et la personne laisse le pays, la personne ne continue pas à travailler. Maintenant, c'est difficile de réclamer la pension. Maintenant, quand on a commencé à contribuer pendant 9 ans, pendant peut-être 10 ans, et on a toujours la possibilité de travailler, on ne travaille plus dans le secteur privé, on travaille dans le secteur public, on perd toute la contribution qu'on a déjà faite durant les 9 premières années. Donc, je dirais que c'est une sorte d'exploitation, et pour ne pas dire abusive, c'est une sorte d'exploitation des ressources de l'État qui fait des prélèvements, mais qui n'a pas les mêmes soucis dans le retour des services. Donc, c'est révoltant, et même très révoltant. Merci pour votre réponse, M. Mathurin. Ça apporte des éclairages. On a aussi une question dans le chat que je voudrais vous lire. Il y a une question de Mme Michael François qui dit, selon vous, M. Mathurin, pour freiner ou pour mettre de l'ordre dans le désordre planifié généralisé de l'ONA, où les hauts fonctionnaires de l'État s'amusent à faire des prêts pour une durée extrêmement longue, qu'est-ce que l'État devrait faire? À vous, M. Mathurin. Est-ce que vous pouvez reprendre pour moi? Il y avait une petite coupure pendant que vous faites la lecture. Suivante. Qu'est-ce que l'État devrait faire, selon vous, pour freiner ou pour mettre de l'ordre dans le désordre planifié généralisé de l'ONA, où les hauts fonctionnaires de l'État s'amusent à faire des prêts pour une durée extrêmement longue? La question de Jean-Claude qui suit se regroupe celle de Michael. Tu devrais lire la deuxième et il va répondre en même temps moi. À mon avis, la question qui suit rejoint celle de Michael. OK, donc c'est quel contributeurs pour lesquels ils versent les contributions, est-ce que le protecteur du citoyen ne devrait pas voler au secours des Haïtiens exploités par l'État? Et ensuite, Smith, tu as un problème de micro. Smith, tu as un problème de micro là. On ne t'entend pas. Une question. Nous remettons à vous, M. Mathurin. Reprends la question de Jean-Claude. OK, en fait, j'entends la première question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre frein dans les désordres généralisés des hauts fonctionnaires qui font des prêts exorbitants dans les comptes de l'ONA. Ça, c'est un peu compliqué. À vous dire vrai, je n'ai pas vraiment la réponse. Je viens de vous lire les services offerts par l'ONA. Je vous ai dit, donc selon les textes que j'ai, il y a 3 services. C'est les services de prêt sur cotisation, les services de prêt hypothécaire pour des constructions aux assurés, également le service de compte personnel où chaque personne peut avoir un compte et suit et suit annuellement le montant de votre cotisation. Mais je n'ai pas un texte me donnant, m'informant sur quoi est-ce qu'il se base légalement pour faire ces prêts à des faibles taux et des grands montants aux hommes d'affaires et également sur de longues durées. Donc, je ne sais pas sur quelle base légale ils le font. Donc, si je ne connais pas la base légale, je ne peux pas vraiment proposer des solutions. Je crois avoir entendu lors d'une émission radiophonique un assistant directeur de l'ANA qui essayait de justifier pour dire que l'ONA est là, c'est l'argent des assurés, il faut faire fructifier. Donc, s'il y a des entreprises qui paient l'ONA également pour leurs employés et ces entreprises sont au bord de la faillite, s'ils ont besoin de renforcement, l'ONA peut toujours voler à leur secours. Donc, c'est des suppositions que cette personne-là a faites, mais il n'y a pas vraiment de texte légal. Je ne l'ai pas entendu présenter les bases légales
et sur lesquels elle est assise, pardon, pour faire ces avancées. Donc, c'est pourquoi je veux dire, pour freiner, serait-ce informer la population, sensibiliser la population sur les droits, également demander à la population d'être un peu vigilant sur la question. C'est vrai que les directeurs de l'ONA est redevable par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Chaque année, et je dirais, l'inventaire des comptes de l'ONA se fait par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et dans les rapports, je ne vois pas vraiment qu'on a indexé les directeurs de quelque chose qui se soit. C'est pour vous dire qu'il se pourrait que peut-être les institutions sont des mèches, je ne sais pas trop, et du moins il y a certains noms qu'on ne peut peut-être pas évoquer, mais la dernière fois, il y avait une liste partagée avec les différents prêts qui ont été effectués à l'ONA. Je pense que vous avez eu accès à ces listes. Il y a des personnes qui ont prêté 30 millions et plus pour une durée de 40 ans. Il y a un ex-sénateur qui a prêté pour lui-même et sa maman qui est, je crois, octogénaire, a eu un prêt sur une durée de 30 ans. Il a son petit frère, etc. Donc, tout cela a été partagé. Donc, on a les informations, on a les constats. C'est un constat de fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour vous sortir de là? C'est la réflexion que nous sommes en train de faire. Peut-être si vous avez des solutions, on peut les mettre ensemble, comme Dr. Fred a dit. Donc, j'ouvre la piste maintenant. S'il faudra peut-être nous mettre ensemble à l'IUS, d'effectuer des recherches sur la question et de venir avec des éléments de propulsion durable pour changer la situation, serait vraiment intéressant parce que c'est révoltant de continuer à payer chaque fois. Oui, il paraît qu'on a perdu la connexion avec... Jean-Claude a levé la main. Oui, il semble qu'il a perdu sa connexion, mais il va revenir de toute manière. C'est super intéressant. Et, votre question, professeur Fouad Selim, se basait sur quoi? On pouvait le poser là? Alexis a levé la main. Voilà. Professeur, M. Mathieu est déjà de retour. Professeur Fouad Selim, vous aviez une question. J'ai dit que Jean-Claude avait levé la main avant moi. Donc, tu peux lui passer la parole et après, bon, je pose il peut prendre les deux questions en même temps, c'est-à-dire la question de Jean-Claude et moi après. Il répondra aux deux. Jean-Claude, vous avez la parole et nous vous écoutons. Merci, M. Smith, et également merci, professeur Fred Selimé. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui se passe dans le pays, en particulier au niveau de l'ONA, c'est impensable. Il n'y a vraiment pas de mots pour qualifier ce qui se passe. Parce que dans un pays où l'État fait exigence, avec grand E, aux travailleurs et aux patrons de contribuer à un fonds, et les participants, les contributeurs ne sont pas véritablement, je dirais, autorisés. Je dis bien autorisés, parce que, comme M. Mathieu l'a dit, environ, en disant moins de 4% des contributeurs participent vraiment ou bien obtiennent vraiment un prêt à l'ONA. Alors que un type qui est sénateur, qui est député, qui est un commerçant de la place, ait accès facilement à ces fonds. Pour être honnête avec vous, je n'ai aucun problème avec les contributeurs ou bien les grands contributeurs, s'ils sont vraiment des contributeurs qui ont accès à ces fonds. Mais le problème, c'est que les gens qui en ont vraiment besoin ne sont pas autorisés à utiliser ces fonds et puis l'État est muet. Donc, je me demande, un service comme le protecteur du citoyen ne devrait-il pas intervenir dans une situation pareille, M. Mathieu? Je peux poser ma question ou faire ma remarque dans la foulée, si tu es d'accord, Smith.
pour gagner du temps. Oui, vous pouvez, monsieur, professeur Fred, c'est lui-même. Vous pouvez. Oui, non, c'est les deux remarques de Michael et de Jean-Claude se rejoignent. Pour régler le problème, il ne faut pas tourner autour du pot. Pour régler ce genre de problème, eh bien, c'est la loi. Donc, ce n'est pas l'ONA qui va régler le problème, ni l'OFATNA, c'est la loi. C'est-à-dire le travail des députés et des sénateurs. C'est la loi qui règle ça. Et deuxième niveau de règlement, puisque la loi s'imposera à l'OFATNA et à l'ONA, et deuxième niveau pour s'assurer que ça va s'exécuter, c'est le pénal. Dans notre vie quotidienne, il y a deux choses. Il y a le code civil qui dit voilà comment on doit fonctionner, et puis il y a un code pénal. Mais il faut que les deux fonctionnent. Quand tu n'as pas respecté les règles, le code pénal, est-ce que la justice fonctionne pour sanctionner les gens qui prennent des libertés avec les deniers publics? Ça devient des deniers publics, hein, la cotisation en question. Et puis, ça c'est une réponse qui me paraît être la plus adaptée, parce qu'il ne faut pas penser que l'ONA ou l'OFATNA vont régler les problèmes. Ce n'est pas vrai. C'est la loi et le pénal qui règlent ce genre de problème, rien d'autre. Et deuxième remarque que je voulais faire, c'est suite à... Je suis d'accord avec ce que Jean-Claude disait, sauf que il ne faut jamais utiliser les cotisations des salariés pour leur future retraite pour des prêts. C'est des risques. Il y a des fonds de pension qui font faillite. Il y a des banques qui font faillite. On ne peut pas demander à monsieur ceci ou à madame cela de cotiser pendant 20 ans. Et puis, en face, on a une boîte qui a fait faillite. Et c'est pour cela qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de vieux qui travaillent parce que leur fonds de pension a fait faillite. On ne joue pas avec ça. On ne fait pas de prêt. Ça doit être interdit. Là encore, c'est la loi et le pénal. On ne fait pas de prêt. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour payer les retraités et payer les malades. Il faut interdire, à mon avis. Dans tous les grands pays, c'est interdit. Ou vous allez dans le privé. Et dans le privé, c'est autre chose. Et ils font des bénéfices, ils font des faillites, c'est autre chose. Mais on parle tout à l'heure de la fonction publique. La fonction publique, on n'a pas à faire de prêt avec les sous des contribuables. C'est pas possible. Ça ne tient pas la route. Il faut aller à la banque. Il y a des banques pour ça. Voilà ce que mes deux remarques. Merci, professeur Fred. Vous me donnez, monsieur le président de séance? Merci. On ne t'entend pas, Smith. On ne t'entend pas. Oh. Alors, je vous écoute très bien. Vous m'entendez? Là. Oui, ça va maintenant. D'accord. C'est rétabli? Alexis, vous aviez une question et nous vous écoutons. Alors, ça coupe encore. Je suppose que vous me donnez la parole par rapport à la première question, demandant est-ce que les protecteurs du citoyen... Oui, tu as la parole. Oui, est-ce que le citoyen n'a pas son mot à dire par rapport à la question? Je pense que oui. Toutes les institutions du pays, la justice, la loi, toutes les institutions ont leur mot à dire par rapport à ça, parce que c'est une situation lamentable. Des personnes qui travaillent dur et ont fait des prélèvements à la source sur leur salaire, ils n'ont pas accès aux services et l'argent est subtilisé, je dirais, à d'autres fins au profit des gens de la politique, tout ça. Donc oui, si l'affaire est portée, le protecteur du citoyen doit avoir à défendre les salariés. Également, je dirais, pour les ajouts que Dr. Fred a fait, c'est vraiment intéressant. Oui, il nous faut des lois interdisant ces pratiques. Donc, pour que ces lois arrivent,
il faut qu'il y ait des travaux universitaires qui éclairent l'esprit des législateurs sur la question, parce qu'il se pourrait bien que les législateurs n'ont pas pensé à cela, et ou du moins certains d'entre eux bénéficient de ces prêts, ils n'ont pas vraiment intérêt à freiner la question. C'est pourquoi il faut sensibiliser là-dessus, il faut faire des travaux de recherche, et comme ça, on prendra des mesures contre des personnes qui octroient des prêts ne répondant pas aux critères au service de l'institution, également les employés qui accordent ces prêts, également et les personnes qui s'amusent à subtiliser l'argent à des prêts sur longue durée, etc. Oui, il faut prendre des dispositions pour ça parce que c'est pas normal d'exploiter la masse salariale à ce niveau. Merci. Merci. Et Alexis Luc, vous aviez une question, nous vous écoutons. Merci. Bonsoir tout le monde et merci l'intervenant Mathieu pour le sujet assez passionnant. Alors, je vous ai entendu et surtout les différents commentaires et la question de sécurité sociale et les fonds de pension, etc. Tout ça. Ça fait longtemps, il y a des réflexions, il y a des études. Et on a réalisé des études sur une gestion efficace et efficiente des fonds de pension. Et là, on a questionné la question du régime. La question du régime. Parce qu'en Haïti, qu'est-ce qu'on avait? On avait le régime de répartition. Régime de répartition. Donc, on prélève sur moi aujourd'hui qui travaille et pour les autres employés et on prend l'argent, on finance et on donne les rentes aux retraités. Là, il faudrait voir ça sur les deux fonds parce que j'ai entendu parler seulement de l'ONA, mais il y a le fonds de pension et de l'État haïtien pour les fonctionnaires, la pension civile, il y a le fonds de pension pour les personnes qui travaillent dans le privé. Et la question est, est-ce qu'on devrait gérer un fonds comme ça? Pas le système de répartition. Et bon, je connais pas trop bien l'ONA, mais il paraît que, bon, cette semaine-là, on m'a envoyé les états financiers de l'ONA. Bon, c'est une institution qui gère des milliards de gouttes. Et dans un système de répartition, et le fonds reste oisif. C'est la oisiveté du fonds. Et quand le fonds reste oisif pour l'institution, eh bien, c'est l'institution financière qui tire profit. Par exemple, la BRH. C'est pareil aussi pour le fonds de la pension civile et pour les fonctionnaires, les 100 000 et quelques fonctionnaires qui travaillent. Et plusieurs milliards restent à la banque et oisif. Ben, généralement, en gestion, on n'a pas appris ça. Qu'est-ce qu'on a appris en gestion? Ben, vous avez une goutte aujourd'hui. Ça devrait être capitalisé pour donner une goutte de 5 centimes, 10 centimes, 15 centimes de demain. Pour cela, il y avait des études, et je dis bien des études, qui ont préconisé le changement de régime. Au lieu d'utiliser le régime de retrait et de répartition, eh bien, on passe dans le régime de capitalisation. Le régime de capitalisation. Et c'est avec le régime de capitalisation, on est venu avec des prêts. On a des prêts, par exemple, aujourd'hui, au niveau de la pension civile et pour les fonctionnaires, eh bien, on a un système de prêts. Système de prêts pour les fonctionnaires. Par exemple, si vous travaillez aujourd'hui, eh bien, vous donnez votre salaire en garantie. On vous donne un prêt, je ne sais pas, si vous voulez construire une maison, acheter un terrain, et puis au fur et à mesure, on prélève sur à la source. À la source. D'accord? Ça a permis un peu de faire fructifier le fonds. Parce qu'il y a une étude qui a mentionné si on gère le fonds de la pension civile de cette manière, après un certain temps, ce sera très difficile de continuer à honorer
à honorer les rentes envers les fonctionnaires. Cependant, et comme vous venez de dire, et en tout, il faut des règles. Il faut des règles. Ce n'est pas parce que je suis sénateur, je suis député, je peux aller demander un prêt pour 20 ans. Généralement, il faudrait des règles. Eh bien, la personne vient solliciter un prêt, la personne donne des garanties. Parce que généralement, quand vous allez à la banque, on fait l'analyse des risques, eh bien, on demande, il y a le taux d'intérêt, non seulement le taux d'intérêt, et puis vous donnez des garanties. Et avec les garanties que vous donnez, eh bien maintenant, on peut analyser le risque juste pour voir est-ce que le prêt qu'on va octroyer est très risqué ou bien est-ce qu'on peut minimiser le risque. C'est le risque qui est important. Mais je vous dis aujourd'hui, un système de retraite de répartition, ça risque à effondrer aussi. Ça risque à effondrer. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On prélève sur les autres et puis on donne des rentes, etc. Et mais maintenant, si on a la possibilité de capitaliser, on le fait. Jusqu'à maintenant, pour la pension civile au niveau de l'État central, il n'y a pas d'inconvénient parce que c'est un prêt et on accorde les prêts suivant les normes. Et c'est des fonctionnaires de carrière qu'on donne les prêts et le salaire de la personne est donné à ce moment en garantie. Et non seulement le salaire de la personne, le bien aussi acquis. Si vous achetez une maison, eh bien, vous allez construire une maison, vous donnez ça en garantie. Eh bien, en tout cas, pour moi, il faudrait penser à faire fructifier le fonds au lieu de laisser ça un peu oisif. Voilà un peu de mon commentaire. Ce n'est pas une question. Et peut-être ça peut susciter débat. Merci beaucoup. Oui, Merci, Smith, Alexis, pour votre commentaire. Professeur Fred, Smith, réagissez. tu permets? Oui. Pourquoi il y a des milliards? Pourquoi il reste des milliards? Pourquoi il y a tant de milliards? Eh bien, Mathurin, Dieu merci, l'a expliqué pourquoi. 4% seulement des gens touchent leur argent. Tu ne touches pas ton argent. Tous ceux qui sont partis à l'étranger, c'est parce qu'on ne fait pas bien son travail qu'il y a de l'argent. Mais si on fait bien le travail, on donne à celui qui devient retraité, on lui donne son argent. Il n'a pas à attendre des années pour toucher son argent. Il y a de l'argent parce qu'on triche. Parce qu'on triche. C'est bien. Et c'est ça qu'il faut casser. C'est parce qu'on triche qu'il y a de l'argent. Si on payait les gens, si on leur donnait leur argent, eh bien, il y aurait eu un équilibre qui serait trouvé, un équilibre voire même à anticiper qu'il faut trouver. Payer les gens et vous allez pas avoir tout ça de milliards et ça ne va pas tenter les gens parce que l'occasion fait le larron. Ça ne va pas tenter les sénateurs, les députés, les ceci à prendre dedans. Non, il faut payer les gens, il faut faire bien le job. Donc, alors, on fait mal le job, on ne paye pas les gens et on dit qu'on a beaucoup de milliards. Alors, comme on a beaucoup de milliards, faisons des prêts. Mais non, ce n'est pas un raisonnement économique. Le raisonnement économique, c'est une caisse de retraite s'occupe des retraites et s'arrange pour s'occuper de ces retraités et leur donner leur dû. Leur dû doit être donné dans les temps. Deuxième chose, pourquoi cette collusion ou je dirais même cette compétition entre la caisse de retraite et les banques? Les banques n'ont pas, les caisses de retraite n'ont pas à faire de prêts. Elles n'existent pas pour ça, ça n'existe pas. Elles n'ont pas à faire de prêts. Elles ont à payer des retraites, point. Déjà qu'elles font mal leur job, il ne faut pas qu'elles cherchent d'autres jobs, c'est-à-dire faire des prêts. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mission. Moi, je suis désolé. Et puis, le système de répartition, moi, je vous dis, c'est le plus robuste. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé encore plus robuste que le système de répartition. Ça dépend comment on gère. Moi, je bénéficie d'une caisse de répartition. Eh bien, c'est géré avant même de partir à la retraite. On sait déjà combien on a, quel est le montant qu'on va avoir. Et le mois qui suit, à la place du salaire, vous recevez votre retraite. Le mois qui suit. Si aujourd'hui, en août,
j'ai touché, par exemple, mon dernier salaire en août, et bien, fin septembre, je touche ma retraite. Donc, faites bien déjà le job. Vous verrez qu'il ne restera pas de milliards dans les caisses, mais juste un équilibre à trouver. Il peut manquer 5 milliards par-ci, mais ça c'est le rôle de l'État ou une amélioration du système de répartition qui vient ajuster la chose. Mais je crois qu'il faut couper ce cordon entre le rôle de banque et le rôle de caisse de retraite. Merci, professeur Fred Séléman. Si vous nous rejoignez à peine, il est 21h54. C'est une conférence sur la sécurité sociale présentée par M. Demersin et Mathurin, très, très enrichissant. Et vous avez une question, nous vous écoutons. Je n'ai pas entendu, je souhaite que ce soit Marie Duverger, vous avez une question, nous vous écoutons. Alors, c'est un commentaire. C'est juste un commentaire. Et je remercie Mathieu d'avoir répondu à ma question tout à l'heure. Il est étonnant d'apprendre que l'ONA n'est pas informatisé. L'absence de système informatisé à l'Office national d'assurance vieillesse ONA constitue un frein majeur à l'efficacité et à la qualité des services rendus aux retraités. Et les procédures manuelles actuelles engendrent des délais de traitement prolongés, des erreurs fréquentes dans les calculs, des pensions et une difficulté d'accès à l'information pour les bénéficiaires. La modernisation des procédures administratives de l'ONA grâce à l'adoption du système informatisé apparaît comme une nécessité absolue, je crois. Et ces systèmes permettraient d'automatiser les tâches répétitives, de réduire drastiquement les risques d'erreurs humaines et d'améliorer la traçabilité des dossiers. Maintenant, les bénéficiaires pourraient ainsi bénéficier de traitements plus rapides et plus personnalisés de leurs demandes et d'un accès facilité à leurs informations. Merci. Il y avait Jean-Claude et puis Jacob. Smith. Oui, donc c'était un commentaire ou une question de la part de Marie-Mine? C'est un commentaire, donc. D'accord. C'est un commentaire, elle a dit. Nous vous remercions. Il y a M. Jacob qui a une question, nous vous écoutons. Non, il y a Jean-Claude d'abord et Jacob ensuite. Jean-Claude avait demandé d'abord. Laisse-moi voir. Je crois que Jean-Claude avait déjà posé la question. Ah bon? J'ai une deuxième question. Donc, allez-y. Monsieur Jacob, vous avez la parole. Merci beaucoup, Smith. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour cette énième conférence sur le rôle des institutions régaliennes étatiques. Je n'ai pas eu le temps d'écouter avec force détail le début de la présentation de Mathurin, mais j'ai voulu quand même intervenir par rapport à un certain nombre d'éléments de réponse que j'ai entendus afin de exposer quelques préoccupations. En fait, suite aux commentaires du professeur Fred tout à l'heure, M. Mathurin a parlé, a utilisé cette phrase en disant peut-être que les législateurs ont oublié de faire, ou du moins de légiférer par rapport à telle situation. Bon, en fait, moi-même, quand j'ai entendu une telle phrase, je me suis dit peut-être que nous ne sommes pas en Haïti et que cette présentation ne concerne pas le pays, parce que tout le monde sait que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes ici en Haïti. Et quand j'ai pris le soin aussi d'écouter les commentaires de M. Alexis, sans doute, donc je me suis dit, donc très probablement, nous sommes en train de dormir eu égard à ce qui est en train de se faire. Et si on considère l'institution, cette institution étatique, à savoir l'ONA, on a tout le monde, à moins qu'on ne vit pas en Haïti, ou du moins on fait semblant de ne rien comprendre. Nous savons pertinemment que c'est une institution qui constitue une vache à lait pour les politiciens haïtiens. Donc maintenant, si la justice haïtienne, cette justice qui n'existe presque plus,
il faut être très sincère aussi dans nos approches et ne pas montrer que nous sommes pratiquement étrangers à ce qui est en train de se faire. Si cette justice, soi-disant justice haïtienne, parce que nous le savons très pertinemment, la plupart des juges, nos commissaires de gouvernement, ce sont des gens aussi qui profitent de cette vache à lait qu'est l'ONA. Et il n'y a jamais rien eu par rapport à eux, il n'y a jamais eu aucune poursuite. Si vous permettez aussi cette analogie, récemment, il y a eu des sanctions sur un ancien président de la République par un pays étranger. Mais tout le monde fait semblant que cette sanction constitue une première, alors que nous ne pouvons pas dire que nous n'étions pas au courant que cette personne était un grand trafiquant de drogue. D'ailleurs, un ancien directeur général de la police avait clairement fait cette déclaration. Donc, mes préoccupations par rapport à ça, Mathurin, c'est comment revenir à une justice impartiale, capable effectivement de trancher dans ces genres de situations et de ne pas dire que les législateurs avaient oublié de faire certaines choses. Parce que je veux bien croire que ces législateurs, ce sont des adultes, ce ne sont pas des adolescents ou des enfants quand même qui sont en kindergarten. Ils voient les choses, ils profitent aussi de cette situation de corruption et des fois, ils mettent en place des instruments pour pouvoir en bénéficier. Et le gros de la population n'arrive pas à avoir accès à ces services. Donc, comment nous pouvons arriver à cela? Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour justement redresser cette situation qui constitue pratiquement une gangrène pour ce pays au niveau des institutions étatiques? Merci beaucoup, Smith. Votre question, M. Jacob, c'était super intéressant. Donc, maître, nous allons prendre encore 5 minutes ensuite pour refermer cette zone. À vous, M. Mathurin, pour la réponse. Merci, en fait, merci pour la question. Comme on avait dit, suivant l'étude partagée par la revue Carmonde, 70% des assurés ne connaissent pas vraiment leurs droits en tant qu'assurés. Donc, s'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne pourront pas réclamer leurs droits. La première chose serait sensibiliser les assurés, également renforcer la société civile pour faire de la pression sur les législateurs et comme ça, nous aurons des textes appropriés pouvant freiner cette mauvaise pratique. Maintenant, comme vous avez dit, collègues, les parlementaires ne sont pas des enfants, ils savent ce qu'ils doivent faire. Cependant, si la situation telle qu'elle est leur procure des avantages, ils n'ont aucun intérêt à prendre des dispositions qui vont, je dirais, limiter leur marge de manœuvre. Donc, ils n'ont pas intérêt. Nous autres, de la communauté scientifique, nous autres également qui ont peut-être une certaine lumière, d'où la nécessité de faire des travaux, de partager des données par rapport à cela, d'éveiller l'esprit des plus de autour de la question. Comme ça, cette sensibilisation va faire pression sur ces derniers afin de prendre des mesures. Vous savez également par rapport à la justice qui est faible, jusqu'à présent, avec l'arrivée de la Cour supérieure du pouvoir judiciaire, le renouvellement du mandat des juges constitue un problème. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le juge Aldimanche après avoir essayé de mettre le bâton dans les roues des personnes qui ont utilisé à des fins privées les matériels pas CNE, je ne me rappelle pas, les équipements lourds, etc. Donc, vous avez vu, après avoir mis en accusation l'ex-député et il n'a pas voulu rétracter, eh bien, puisqu'il était en fin de mandat, on n'a pas renouvelé son mandat et avec ça, on a pu changer. Par exemple, vous savez que les juges ont un mandat et arrivé à leur fin de mandat, donc il y a quelqu'un qui a partagé un document qu'il appelle la trouille de la fin de mandat des juges. Donc, un juge qui a un mandat peut-être de 4 ans, durant les 3 premières années, il peut prendre des mesures drastiques. Mais à la 4e année, il va être plutôt complaisant parce que le renouvellement de son mandat va dépendre des parlementaires, également de l'exécutif, tout ça. Donc ça, c'est quand on n'a pas cette liberté, on ne peut pas avoir la garantie de pouvoir prendre les mesures de justice adéquates quand certaines personnes. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est sensibiliser et même certaines fois, si vous avez peut-être des parlementaires de votre circonscription ou même faire des propositions de loi, les aider à travailler sur des propositions, même si ils vont avoir les crédits au Parlement, mais nous savons du reste, si cette loi passe,
et ça va aider quand même la population à sortir de ce problème et les salariés surtout qui travaillent très dur et on leur fait les prélèvements. Il faut dire que ce n'est pas seulement ces prélèvements, ce n'est pas seulement les prélèvements de l'OFATNA, de l'UNA qu'on fait. Donc, on paie également la CAS, on paie également l'impôt sur les revenus. Donc, il y a certaines personnes qui paient d'environ 30 à 40% de leur salaire par mois. Maintenant, quand on fait tous ces prélèvements et les services qu'on devait retrouver en retour, on ne trouve pas. Donc, je pense que c'est méchant. Donc, c'est un problème qui nous concerne tous. Malheureusement, on doit mettre fin au débat, mais je pense qu'il faut continuer à travailler dessus et voir comment est-ce qu'on peut arriver avec des éléments de solution pour pouvoir freiner cette pratique et offrir, je dirais, un meilleur cadre aux salariés quant à leur assurance maladie, maternité, vieillesse et accident de travail. Ce sera vraiment intéressant. Merci, M. Dimerson Mathurin, pour votre intervention. Merci pour toutes les questions et les commentaires. Vous pouvez réécouter cette conférence IES Digital en passant par ies.education grâce à la magie de la technologie et l'offre que fait l'Institut universitaire des sciences. Vous pouvez avoir à toutes les conférences que nous avons effectuées déjà. Et on est déjà au mois de septembre. Je vous rappelle que d'ici le 14 septembre prendra fin la réinscription. Donc, pour vous, vos amis qui sont intéressés à s'inscrire à l'IES, c'est bien le moment de le faire. Et en octobre, on démarrera avec les cours. Donc, ce soir, on avait parlé de la sécurité sociale. Merci. Une bonne soirée. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Et merci et à bientôt, dimanche prochain. Même heure. Bye. Merci. D'accord, bye bye. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.